Alors, un match, tu vas l'avoir, ça? C'est sûr, oh. J'ai sûrement dit ça, dit. Saint-Étienne-Nantes, malheureusement, ils vont perdre, alors. Ils vont Stéphanois. Ah oui, ça, oui. Après, c'est tout. Ouais. Comme ça, tu tiens de gagne. Non, mais ça me travaille. Là, Il n'y a pas de Marius, c'est ça? si, il y a Marius. Marie de Marseille. Je l'ai bien vu plusieurs fois, mais ça fait rien. C'est des vieux films qu'on aime, ça, je regarderai. Tu l'as intéressé, le nom, hein? Ça te plaît, le vieux cousin? C'est le vieux cousin? Eh oui. Tu vois le cousin avant le bombardement? Le bombardement? La guerre? Comme à la télé? Oui, exactement. Oh, c'était pire. Hein? Il n'allait pas bien rester, les maisons, hein, c'est qui? Tu ne connais rien, ouais? Non. Regarde, regarde celle-là, tu vois, ça va te donner quelque chose. Quand tu sors de ton école, tu vois, tu passes la passerelle. Ouais. Alors, tu vois ce vieux village, ça tout est rasé. Qu'est-ce que tu vois maintenant quand tu sors? C'est notre avenue, là. Hein? Tu vois les maisons toutes neuves. Regarde ce que c'était. La nouvelle. Alors si ça t'intéresse, tu vois, tu vas à la vidéo club, ils ont fait, ils sont en train de faire un film. Tu iras au centre social là-bas, hein. Et là, celle à la photo, la première là, que tu vois là, eh bien, c'est le port du Cousin dans le temps. À la fin, là, ouais. Tu vois, c'est le port du Cousin. Maintenant, tu as un mur tout le long, et tu avais un port qui était... Tiens, regarde là, celle-là, regarde. Ça, c'est la route qui va à la route. Tu vois le bateau? Les pêcheurs, oui. C'est le nord de Sauvage, hein. Oh, ouais. C'est là où ils font du canoë, là. Voilà, monsieur Hoffman. Merci. Monsieur aussi. Tiens, il y a le chien qui va prendre les oreilles. C'est bien fait, parce que moi, il ne les a pas coupés, mais toi, comment tu vas y avoir, hein. Surtout, je l'ai vu ce matin utiliser les couteaux, là, ça coupe bien. Oui, la peur, alors tu iras? Parce que... Bien sûr. Voilà, on va. Tu racontes voilà, tout coupé, Je suis allé au coiffeur, là, mais j'ai vu ça, c'est plus grave. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est ici le club vidéo? Oui, bien sûr. Je suis allé chez mon coiffeur et il m'a dit que vous avez fait un film sur le bombardement du Cousin. C'est exact. Ben, suis-moi, moi. Oui, ben, toi. Je vais te chercher, du temps. Alors, fixez-vous. Tiens, mais je l'ai trouvé là. Je vais te la passer et je vais en garder une nouvelle.
Il était beau le Pouzin d'antan. Nous, anciens, on y pense souvent. Bâti au pied de la montagne, face à la verte campagne, le Rhône passant sans s'arrêter, lui donnait l'éclat de sa beauté. Le port servait de promenade, et souvent pour une parade. À la fête du 14 juillet, les feux illuminaient tout le quai. L'Ouvèze descendait tranquille, coupant en deux parties la ville. Du haut de la grande carrière, la Sainte Vierge en prière. De l'autre côté, les deux rochers nous donnaient l'impression de tomber. Cachés sous la route de Privas, la piscine et ses acacias. Plus bas se trouve le port romain, la passerelle un peu plus loin. L'église et son grand clocher de la ville étaient la fierté. La filature au passage faisait clin d'œil aux deux tissages. Les hauts fourneaux de la fonderie, par leur fumée, rendaient le ciel gris. La distillerie tout en ruine avait une mauvaise mine. Elle était belle, notre ville. Nous menions une vie tranquille. Les habitants étaient tous heureux. La grande amitié régnait entre eux. Mais un jour d'août, pendant la guerre, du Pouzin il en reste la guerre. Les avions venant de bombarder tout ce qui fut la joie du passé, laissant tristesse et malheur avec tous les visages en pleurs. Aujourd'hui, après 50 ans, que reste-t-il du Pouzin d'antan? Des photos, cartes ou images nous montrant son beau paysage. 6 août 1944. Afin d'empêcher le ravitaillement des troupes allemandes, les forces alliées bombardent toute la vallée du Rhône. C'est alors que la ville du Pouzin est détruite à plus de 70%. C'était le matin, aux alentours de 10 heures. Ce que je faisais exactement, je ne me rappelle pas bien. Je vous dirais peut-être que je m'occupais à préparer un repas, mais je n'en suis pas sûre. Quand il y a eu un vol lourd d'avions, avant qu'on ait pu réfléchir, je me suis trouvée dans un flux de personnes qui se dirigeaient vers la montagne et j'ai suivi. J'ai fait un peu comme tout le monde, je me suis étendue par terre, les uns étaient sur le dos, les autres à bouchon. Moi je me suis mise sur le dos et là c'est très précis. À un moment, j'ai bien vu arriver de très haut dans le ciel des choses noires qui descendaient. Je ne l'ai pas appelé tout de suite des bombes, mais j'ai très bien vu ce côté conique un peu, je l'ai perçu. Ces choses qui descendaient, je ne les ai pas vues arriver parce que on doit réaliser soudain ce qui arrive, on se cache, on ferme les yeux, je ne sais pas. Et puis le vacarme qui a suivi, je ne m'en rappelle pas. Au bout d'un long moment, semble-t-il, l'importance, je ne le sais pas, quand on a ouvert les yeux, qu'on s'est secoué, on a vu comme il s'agissait d'une nuit noire, comme s'il avait été en pleine nuit, il y avait plein de terre en suspension dans l'air, plein d'une chose, je ne sais pas ce que c'était. Et j'ai dirigé mes yeux vers l'église, elle n'y était plus. Il y avait le feu au contraire, et puis des maisons détruites, tout. Bon, d'abord j'étais une jeune adolescente. Bien sûr, la guerre pour moi était quand même assez terrible parce que mon père avait été prisonnier, j'avais vécu la débâcle, j'avais vécu aussi les cuves qui ont sauté et passé toute une nuit à la montagne. Donc, j'avais vécu les alertes.
Et à ce moment-là, il n'y avait pas tellement d'abris et on fuyait, la population fuyait en masse sur la route des Fonds du Pouzin, en particulier, ce qui n'était peut-être pas très logique. Puis il y a eu un bombardement qui a précédé le 6 août 1944. Je ne sais plus la date exacte, quelques jours auparavant. Et là, j'étais là. Je me trouvais dans l'impasse qui séparait ma maison de la maison de Madame Piala, quartier des Planches. Et au moment où s'est produit la déflagration, j'ai eu une impression épouvantable. J'ai cru que les maisons allaient se toucher et que je serais emprisonnée entre ces murs qui semblaient se rapprocher. Et je suis partie comme une folle, évidemment, au jardin, qui était un petit peu plus loin. Et à ce moment-là, la bombe a donc éclaté et j'ai eu toute une mèche de cheveux là-dessus qui a été brûlée. Donc j'ai passé évidemment très près de quelque chose de très grave. Et alors j'avais tellement été traumatisée que mes parents donc m'ont envoyée chez une tante qui habitait les Celliers. Et la première vague est arrivée, le soleil a disparu, des pierres partout. Moi je me suis dit, si une bombe tombe sur la tranchée, on est tous liquidés là. Alors je me suis à quatre pattes amené derrière une espèce de cerisier. Et la deuxième vague est arrivée, et là j'en ai pris plein le dos. Et les autres n'ont rien eu. J'avais le poumon ouvert, donc j'avais de l'emphysème, j'étais gros. Il m'a mis dans son couloir et à 5 heures, on est parti à Montélimar. Mais avant, alors, entre les deux vagues, on m'a emmené dans cette carrière. Je ne sais pas si vous voyez la carrière en dessus de la gendarmerie. Dans cette carrière servait pour le barrage. Et là-dedans, il y avait une petite grotte. Et dans cette grotte, tout le monde s'y enfilait. Et le docteur Busquet a dit dégagez l'entrée et laissez mon crimier à l'entrée parce qu'il s'étouffe et il n'a plus de... Alors, on m'a mis là. Et puis il y a une bonne dame qui est venue avec, je crois que c'était le secours à la sécurité, quoi. Ils sont arrivés avec un brancard de l'époque. C'est-à-dire, on n'avait pas des tissus bien forts. Et on me met là-dessus, sur ce brancard, il lève le brancard, le tissu se grève et moi je tombe sur les pieds. Alors là, ça a été un passage douloureux. C'était le bombardement, c'était les tirs à la mitrailleuse. Et alors, la sœur arrivait et elle disait, les valides à la cave et les autres à la grâce de Dieu. Mais j'ai dit, grâce de Dieu, oui, mais ça côté de tous les coins. Et puis, je suis lancé. C'est-à-dire que nous avons eu une première alerte le 2 août. Quelques bombes étaient tombées vers la gare, dont une vers chez mon voisin, M. Bénéfice Basserue. Et nous eûmes quelques dégâts, la boucherie, les vitres brisées, et quelques tuiles de cassées. Et alors là, je décide d'évacuer ma femme vers ma belle-sœur, chez ma belle-sœur à Brune, quartier de Broyron.
Alors le dimanche matin, le 6 août, je me trouvais au magasin, je venais de terminer ma vente, lorsque le déferlement de bombes d'avion ronronne sur le Cousin. Et avec mon voisin, M. Vert, on se couche dans le fossé. Et la première vague étant passée, on rentre à nouveau à la boucherie. Et puis moi, je décide de partir à vélo pour aller rejoindre ma femme. Donc M. Vert restait chez lui. Et malheureusement pour lui, il s'est recouché dans le fossé. Et la deuxième vague, sans doute, il fut tué. Moi, j'ai eu le temps d'aller jusqu'au cimetière à vélo que je venais d'acheter la veille chez M. Fourniol. Le temps de le mettre contre la maison Humbert, je me couche dans le fossé vers le cimetière. La vague étant terminée, me trouvant dans la poussière, dans les grabats, dans le truc, je me lève pour revenir sur le Cousin du fait que j'étais déjà pompier et je faisais partie de la défense passive, bien sûr, avec beaucoup de volonté pour venir rendre service à la population. J'ai eu le temps de venir simplement sur la place de la Croix, la Croix on appelait, maintenant c'est place Vincent Auriol, le temps de me coucher à terre, une troisième vague déferle sur le Cousin. Je me relève dans un grabat, dans une poussière infernale, un bruit affreux, par miracle légèrement blessé à une jambe, et je me dirige vers l'avenue à l'heure actuelle Jean-Claude Dupont, passe devant ma boucherie qui était complètement écrasée. Mon chien sort des grabats, je l'appelle, mais il sort comme un fou, et il se dirige vers le nord. D'ailleurs, c'est que 2 ans après que je l'ai retrouvé. Je me dirige alors, avec les frayeurs que vous devez penser, je me dirige alors vers la rue Victor Hugo, je rejoins les vignes, derrière dans les vignes, et le temps de nous coucher à terre, la dernière vague déferle sur nous. À côté de moi, Madame Guibert qui se trouvait à côté de moi, lorsqu'on s'est réveillé, qu'on est sorti des poussières, des pierres, des trous de bombes et tout, Madame Guibert en était morte. De ma boucherie, pas très loin, un voisin qui était coincé sous une poutre, Jean Soulier, et essayé, avec un jeune que je ne connaissais pas, que je n'ai pas revu d'ailleurs, on a essayé de le décoincer, mais impossible, et par chance, on trouve une scie pas très loin de nous, on a scié la poutre, et le service de sécurité l'a pris en charge immédiatement. Et puis moi, je me suis rendu avec mes collègues pompiers, où on a travaillé tout le jour, toute la nuit, avec sauver des gens, ou de penser la journée que nous avons passée. Mais ça, ce sont des peurs que je ne pense pas que sur le moment, on les réalise. On est pris dans la tourmente, et on assume ses bonnes volontés, c'est-à-dire que je pense qu'on est humain avant tout. Et puis, c'est après que les réactions viennent. Le lendemain, le surlendemain ou autre. Mais je n'ai plus grand-chose à vous dire, sinon que j'ai rendu tous les services que je peux faire. Ouais. Alors nous sommes descendus par la rue Vincent Lindley, et nous avons vu, disons, tout le quartier Rosten, à proximité de la rotonde, tout démoli. Des gens qui cherchaient dans les ruines. Nous sommes redescendus un peu plus bas vers les écoles, et c'est alors là que
le bruit a couru qu'il y avait une alerte. Alors nous sommes repartis en courant avec mes parents vers les quais, où nous nous sommes réfugiés sous les égouts. Les égouts qui atterrissaient. Enfin, il y avait du monde. Il y avait énormément de monde là, qui était accumulé dans les égouts et nous avons attendu, mais puis rien ne s'est passé. C'est alors là que nous avons pris la décision de partir dans la plaine d'Oriol. Voilà. Je voudrais que tu racontes l'histoire de ton père sur le pont du Rhône. Ah! Alors là, je ne sais pas exactement la date, mais je crois que c'est au troisième bombardement. Troisième bombardement. Bon, il nous avait rejoint, comme tous les jours, il nous rejoignait chez Madame Souillet, dans la plaine de l'Oriol, quartier Changrand. Et il revenait au Pouzin avec sa bicyclette. Et en général, il portait toujours de l'herbe sur sa bicyclette. Parce que nous avions des lapins. Nous avions une trentaine de lapins. Et il était dans l'obligation de revenir sur le Pouzin parce qu'il travaillait à l'usine CTA, la TAS qu'on appelait à l'époque. À la Voulte. Et lorsqu'il est arrivé sur le pont, il est arrivé... il a rejoint M. Théias, M. Piala et M. Ré, qui transportaient des cercueils sur une charrette. Lorsqu'est arrivé 4 ou 5 avions, des chasseurs, qui ont tourné autour du pont, il y en a un même qui est passé sous le pont, et ils se sont couchés, bien sûr, et là... une bombe qui a touché le pont. Une bombe a touché le pont. Enfin, ils sont partis vers l'Oriol, ils sont revenus, ils ont pris en enfilade le pont, il y a une bombe qui est tombée qui a crevé le tablier. Et puis à la fin, mon père a voulu passer. Il n'y avait plus qu'une planche. Il n'y avait plus qu'une petite passerelle, enfin de rien du tout, il restait quelques éléments du pont, là où la bombe était tombée. Et c'est là qu'il a été... Il est tombé dans le Rhône. Et il a rejoint, enfin la rive. Nous avons eu quand même à souffrir des restrictions, donc on ne mangeait pas comme on voulait. On était jeunes, on aurait eu... On aurait dû... maintenant, chétif et pas bien costaud. Pourquoi? Parce que... Et j'ai l'impression qu'on s'en ressent. On s'en ressent maintenant. On est plus âgé, on s'en ressent. On est moins costaud, on est peut-être plus fragile pour des maladies banales, mais peut-être pour d'autres maladies. Parce que 250 grammes de pain et un pain qu'on prenait un couteau pour le couper, et puis il fallait un autre couteau pour l'enlever de dessus le couteau. C'était, on va dire, de la pâte. Et avec ça, ben tiens... Du pain de maïs qui collait. Et je me souviens, un jour mes parents sont partis, enfin maman était partie, mon père travaillait, et avec mon frère et ma soeur, nous avons trouvé le pain. Maman ne le mettait pas à la même place parce qu'elle avait peur que peut-être nous le prenions, et on l'avait trouvé le pain. Alors un petit morceau ici, un petit morceau là, un petit morceau pour lui, un petit morceau pour elle. C'était si bien que le pain avait été entamé pas mal, et on a dit gare. On trouvait pas que le pain, on le considérait comme du gâteau. Ce jour-là, c'était mon premier jour de congé. J'étais arrivée la veille de Privas, et la veille au soir, mes parents m'avaient dit leur crainte qu'il y ait des bombardements, puisqu'il y en avait déjà eu un, le 3, je crois, ou le 2. Donc, on était sous ce rocher, et le père ce monsieur qui nous avait dit, allez sous le rocher, j'y ai mis ma femme et mes gosses. Sa femme, il y avait 2 petites filles, un petit garçon. Ses enfants pleuraient, mais enfin pas trop. Dans l'ensemble, c'était assez calme. Et ce monsieur, donc, se tenait près de l'ouverture. Et de temps en temps, il a dit tout à coup, plus de temple. Puis il est rentré. Et alors là, les avions sont allés faire un tour, sans doute, sont revenus, et de nouveau, on a entendu ces bombes qui tombaient, et une poussière, une odeur fétide. Enfin, c'était
on n'a pas vu de l'endroit où nous étions, on n'a pas vu les bombes tomber, mais on entendait les éclats sur le rocher, et puis cette odeur et cette poussière. Alors là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous ne voyez pas les cuves d'essence qui brûlent? Non. Donc, une troisième vague arrive, de nouveau il met la tête, et il dit, plus de clochers, plus d'églises. Alors malgré tout, on a le cœur serré de dire, mon Dieu, tout le village disparaît. Justement, à ce moment-là, quelles ont été vos impressions, vos sentiments? Sentiments, c'est difficile à dire. On était oppressés, mais on réfléchissait pas loin, vous voyez. C'était... Je vous dis, dans l'ensemble, on était assez calme. Et il y avait un monsieur qui, lui, avait une sainte trouille. Il disait à monsieur Muller qui passait sa tête, passez pas votre tête comme ça, qu'ils vont vous voir. Vous pensez si à cette altitude, il pouvait voir quelque chose. Donc, vous voyez, il y avait des moments où, malgré tout, là, moi j'ai souri, et puis pas seule. Mais c'était... Il fallait que ça détende un petit peu l'atmosphère, on était trop tendu, mais on n'était pas gai, hein, forcément. Je voudrais vous poser une petite question. Je voudrais savoir si vous avez vécu les événements tragiques du Pouzin en 1944. Oui, on les a vécus malheureusement. Ça avait été triste, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a eu quand même 44 morts. Hein. Avez-vous eu de la famille qui a été touchée ou des proches? Mon frère qui a été tué pendant la guerre. Il avait 35 ans, alors c'est pas bien vieux. Hein. Ça c'est sûr que... C'est bien le plus malheureux. Et le Pouzin a été complètement détruit ou comment ça s'est passé? Peut-être pas complètement si on veut, mais une bonne partie quand même. Hein. Une bonne partie. Toute la route nationale, là, ça a tout été refait. Les écoles, ça a tout été détruit. Et puis la route de Privas, ça a été détruit aussi. Ça a tout été refait.
Ça c'est sûr qu'il y a eu pas mal de dégâts, quoi, différemment aussi. Et vous? Excusez-moi. Ben, nous, on était à la campagne, mais enfin, on a été pillés. Quand on est rentré de nouveau, ben, c'était tout payé. Il ne restait plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la vie comme ça, hein? Et vous, madame, est-ce que vous avez vécu les événements du Pouzin? Non, je n'étais pas ici. J'étais à la navigation, sur les bateaux. Et on était à Valence, arrêté. Vous étiez à Valence pendant le bombardement du Pouzin? Et ça bombardait Valence en même temps qu'ici. Voilà. Et vous auriez pu voir de Valence le bombardement, non? Enfin, vous avez vu les avions venir? On ne voyait pas, non. Ben, je vous remercie. Là-bas, il y a un monsieur qui a bien vu de sa fenêtre quand le clocher a tombé de l'église. Alors il a dit, ben, c'est le moment de descendre. Hein. C'est vrai que c'est une image symbolique, le clocher qui tombe. Ça fait une drôle d'impression. Hein. Ça fait une drôle d'impression. Moi je ne l'ai pas vu, mais c'est un voisin quoi, qui avait été à la ferme derrière nous et qui l'a vu. Il a vu la première bombe qui a tombé, c'était sur le clocher d'église et puis sur le temple. Et puis alors après, bon, ça continue. Hein. Disons qu'initialement, c'était les réservoirs qui étaient prévus pour la destruction. Les réservoirs d'essence, oui. Seulement, malheureusement, ben, ils ont loupé l'objectif et ça a été plutôt sur la montagne que ça tombait puis dans le Pouzin. C'est pour ça qu'il y a eu tant de morts. Ma sœur habitait le Pouzin et sa maison était complètement détruite. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben justement, il faut essayer d'en parler pour pas que ça se reproduise. On en a bien besoin, oui, parce que c'est ce que je dis, il faudrait que tout le monde se donne la main, hein, et ça serait bien plus joli. Il y en a qui ne comprennent pas ça. C'est malheureux. Enfin, c'est comme ça. Il faut tâcher d'oublier, mais c'est dur, hein. Comme on dit avec le temps. Ah ben oui, seulement quand on a perdu un peu des siens, quand même, c'est toujours plus douloureux, hein. C'est la vie comme ça. Mais je vous remercie pour ce témoignage. Et vous, monsieur, avez-vous été au Pouzin? Moi, j'étais pas là. Non, mais j'ai vu les bombes quand même, parce que j'ai fait la guerre. Alors, c'est pas bien rigolo. Mais pour le Pouzin, j'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé. Ben, merci bien de votre témoignage. Et vous, madame, avez-vous été au Pouzin? Ben oui, j'étais sous les bombes, moi. J'étais sous les bombes, au bourg, oui, et puis on a filé sur la route. Et on s'est sauvés, on se sauvait. On se sauvait vers la montagne, vers la route. C'est tout. On croyait être à l'abri sur la montagne, c'était le contraire. Celui qui redevinait, ben, il allait vers le Rhône. Il n'y a pas tant eu de morts. Ça m'en devine pas. Hein. C'est sûr que quand on est affolé, on ne sait pas trop. C'est sûr que lorsqu'on est affolé, on fait comme on peut. Hein. Et oui, c'est comme ça, malheureusement. Non, pas du tout, j'en entends juste parler de temps en temps de ce bombardement, mais parce que je sais donc qu'il y a eu le pont qui a été bombardé, l'église, on voit des photos, mais non, je connais personne. Mon beau-père, mais bon, qui a connu ça. Mais qu'est-ce que vous en avez retenu de ce bombardement, ce témoignage? Que pratiquement la totalité de la commune du Pouzin avait été détruite et qu'il avait fallu reconstruire derrière. J'en ai retenu que c'était les Américains qui voulaient bombarder les dépôts d'essence pour pas que les Allemands puissent s'en servir. Et qu'en fait, en voulant bombarder le dépôt d'essence, c'est plutôt bombarder les habitations et la population que finalement les dépôts. Tout à fait, je travaille sur le Pouzin, je ne suis pas pouzinois. Vous travaillez sur le Pouzin? Oui. Est-ce que vous connaissez les événements du Pouzin de 1954? Non, c'est vrai que j'en ai entendu parler comme ça. Je sais qu'il y a un film qui est en train de se produire en ce moment même sur le Pouzin, mais alors je ne suis pas très au courant, non. Vous pouvez m'éclairer là-dessus? Justement, en voyant le film, est-ce que vous viendrez pour en savoir davantage? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je serais ravi de venir voir. Sinon, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu ce drame?
Sur le Pouzin? Sur le Pouzin, Pas du tout, non, pas du tout. Je suis assez dépourvu de ce côté-là, c'est pour ça que le film, je pense que c'est une très bonne chose pour les gens comme moi. Je pense pas être le seul sur le Pouzin. Et je pense que c'est profitable pour tout le monde. D'accord, ben, merci de votre témoignage et on espère vous revoir à la projection du film. Parfait, merci à vous. Bombardement du Pouzin. Pas là, moi, hein. J'étais au Maroc, alors je sais pas. Je peux rien te dire. Est-ce que vous avez des amis qui ont vécu le bombardement? Pas moi, non, non, non. Vous n'avez pas entendu parler alors du bombardement? Si. J'ai entendu parler, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez retenu alors? Qu'est-ce que vous voulez que je retienne? Que la guerre c'est une saloperie, et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux retenir. J'étais pas là, je peux pas témoigner, je peux rien dire, quoi. Voilà. Eh bien moi je vais vous dire, je suis né au Pouzin le 10 novembre 1922 et j'y habite encore. Donc vous avez vécu le bombardement? J'ai vécu le bombardement, j'étais dans la résistance à la 7103e compagnie FTP. Voilà. La destruction du Pouzin, Qu'est-ce que vous en avez? eh bien j'en ai retenu que tous les édifices publics ont été rasés par l'aviation américaine qui a bombardé le Pouzin à 8000 mètres, 8500 mètres de hauteur. Donc ont été détruits la mairie, a demi détruit l'école, détruit entièrement l'église, la poste, tous les édifices publics. Non, je n'ai pas été touché ni dans mon bien ni dans ma chair parce que j'habite à la plaine du Pouzin. Dans la plaine. Voilà, je suis agriculteur et j'habitais là-bas. Mais fait, ça a été quelque chose de terrible. Bonjour monsieur, avez-vous vécu les bombardements du Pouzin en 1944? Bonjour. Effectivement, j'ai connu ces moments-là puisque j'étais au Pouzin en août 1944. En effet, je suis né le 12 février 1939 au Pouzin. J'avais donc à cette époque 5 ans et demi et j'étais sous les bombes le 6 août 1944. Avez-vous des souvenirs de ce jour-là? Des souvenirs? Ah là là, plus que ça. Des photos, des clichés, des odeurs, une atmosphère qui est encore présente aujourd'hui. Celui qui n'a pas vécu ces moments, excusez-moi, celui qui n'a pas vécu ces moments-là ne peut imaginer ce qui s'est passé. C'est pour ça que les témoins racontent. C'est eux qui font l'histoire. Et justement, l'histoire, c'est la mémoire collective. Et cette cassette fera partie de la mémoire collective. Nous les jeunes, nous nous posons une question. Pourquoi ce sont les Alliés qui ont bombardé le Pouzin? Très bonne question. En effet, ce sont les Alliés, les Américains, nos amis qui nous ont envoyé des bombes. Comment cela peut-il arriver? Je vais essayer de répondre à cette question qui est finalement relativement simple. En août 1944, les États-Unis étaient arrivés au maximum de leur effort de guerre. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils produisaient plus d'avions que ce qu'ils formaient de pilotes. Autrement dit, les pilotes avaient une formation très simple. Ils ne savaient que décoller et atterrir. Les histoires de navigation, le point, etc., ils ne connaissaient pas. Seul le chef d'escadrille savait le faire. Alors, vous vous rendez compte que une vingtaine d'avions, le premier fait le point, quand il est sur l'objectif, il dit aux autres par radio, larguez, eh bien le 20e, il est peut-être 3 km derrière. C'est pour ça que les Américains, au Pouzin, n'ont absolument pas touché l'objectif, mais ont eu le Pouzin de plein fouet. Deuxième raison, également, ils bombardaient entre 7000 et 10 000 mètres. Pourquoi? Eh bien pour éviter la DCA allemande, c'est-à-dire la défense contre-avion. Pour échapper aux obus de la DCA, ils bombardaient de très haut, ne sachant pas faire le point. Vous pensez bien qu'aucune bombe n'a atteint son objectif ce jour-là au Pouzin, le 6 août. Par contre, le Pouzin, lui, a été sinistré à 75%. Avez-vous encore des choses à nous dire? Bien sûr, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je pourrais parler des heures. Mais il faut bien, à un moment, conclure. Alors je voudrais tout d'abord remercier les jeunes qui ont réalisé ce travail, les jeunes du club vidéo, qui ont pensé à faire revivre un événement d'il y a 50 ans. À l'heure actuelle, pour des jeunes, ce n'est pas si évident que ça. Et je les remercie parce que ce sera un document
qui, allié au fascicule que l'on avait édité l'année dernière pour le 50e, fera, comment dirais-je, dans la bibliothèque et dans les souvenirs des Pousinois, quelque chose qui restera. Je ne terminerai pas ce petit interview sans quand même penser à ce mois d'août 44 et aux 44 Pousinois qui sont morts en août 44, des civils qui sont en quelque sorte morts pour la France, morts pour leur pays et qui sont morts à cause de leur pays. Et pour conclure, je citerai en toute modestie, bien évidemment, cette phrase de Malraux qui a dit que la plus belle stèle pour les morts, c'est la mémoire des vivants. Et cette cassette, c'est la mémoire des vivants.